Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Média Éléois. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie et doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat. Effectivement. Ça veut dire qu'on va boxer ou... Ça veut dire qu'on va boxer pendant 3 rounds. Ok. Une demi-heure dynamique autour de 3 thématiques. Média Éléois, premier round, justement, ce deuxième tour des élections législatives anticipées en France, que nous avons énormément suivi, y compris du Maroc. Est-ce que la France, du coup, est moins raciste que prévu et qu'annoncé, parce qu'on avait l'impression d'avoir une France raciste, xénophobe et islamophobe lors des résultats du premier tour? Est-ce que, du coup, deuxième tour, est-ce que la France est moins raciste, moins xénophobe et moins islamophobe? Là, vous nous direz. Deuxième round, immigration, diaspora, donc plus d'1,5 million de Français d'origine marocaine, ou en tout cas de nos ressortissants vivent en France. Il y a aussi de la diaspora, aussi des membres de la diaspora africaine, que vous connaissez très bien. Donc, est-ce que ces résultats, c'est plus de peur que de mal? Parce qu'on avait beaucoup de discours aussi frontistes de l'extrême droite concernant les binationaux. Donc là aussi, vous nous direz. Et enfin, troisième round, autre sujet qui fait l'actualité, qui est toujours d'actualité, autour de la Moudawana, cette réforme, révision du Code de la famille. Donc le Conseil supérieur des Oulémas a été saisi, il y a une saisine. À quoi faut-il s'attendre selon vous, en tant que sociologue? Ce serait intéressant d'avoir aussi votre lecture sociologique sur ce sujet. Premier round, Média Éléois, est-ce que la France est moins raciste, moins islamophobe et moins xénophobe que ce qui avait été annoncé ou attendu? Alors, c'est toujours une équation difficile parce que en fait, le racisme, il peut s'institutionnaliser ou il peut être dans les comportements interindividuels au sein de l'organisation sociale. Ici, d'un point de vue institutionnel, la France n'est pas et n'a jamais été raciste, bien au contraire. L'histoire républicaine française l'a orientée dans autre chose que le racisme. Pourtant, même quand il y avait la République et qu'il y avait clairement des lois non racistes, ça n'a pas empêché la colonisation, ça n'a pas empêché des codes de l'indigénat qui est raciste dans les colonies, ça n'a pas empêché des traitements différenciés. Donc, dans l'histoire de France est une histoire de conquête et de violence raciste depuis la fin du XVIIIe et bien sûr tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle, et jusqu'à faire des guerres qui n'ont aucun sens en Indochine ou en Algérie, alors que c'était déjà fini. On pourrait dire, comme disent les jeunes, le game était plié, mais pourtant la France s'entête et ça fait des millions de morts pour rien. Donc de ce point de vue-là, on pourrait voir des éléments foncièrement racistes cachés derrière les institutions. Mais d'un point de vue institutionnel, dans la loi, dans les cadres de la loi, dans l'exercice du pouvoir, la France n'est et n'a jamais été raciste. C'est pour ça que mais quand on voit les résultats du premier tour, oui, avec le parti d'extrême droite qui avait viré en tête, on a vu aussi l'entre-deux tours, en France en tout cas, des propos extrêmement violents à l'égard des personnes issues de l'immigration maghrébine, africaine essentiellement, ou de culture ou de confession musulmane. Oui. Est-ce que du coup, vous considérez-vous en tant que sociologue, Média Éléois, qu'effectivement il y a une France qui s'est dégagée lors du premier tour des élections législatives anticipées et une autre France lors du deuxième tour? Complètement, c'est exactement ce que je veux dire, parce que justement, c'est pour ça que c'est difficile. On ne peut pas dire raciste ou pas raciste, c'est plus compliqué. Même il y a des racistes qui s'ignorent, et il y a des racistes qui parfois ne sont pas si racistes que ça. Donc la sociologie, malheureusement, il y a des ambivalences. Ici, le Front National n'a pas augmenté avec son allié, des républicains dissidents, Éric Ciotti, qui porte cela, continue à faire 10 millions de voix. C'est-à-dire que le nombre de voix qu'ils ont fait aux européennes, le nombre de voix à quelques centaines de milliers près qu'ils ont fait au premier tour des législatives, ils le refont au deuxième tour. Ils perdent quelques centaines de milliers de voix, mais ça se joue à rien du tout. Ils font toujours 10 millions de voix. Ils font 10 millions de voix, ce qui est un succès immense pour le Rassemblement national et son nouvel allié LR Ciotti, parce que jamais dans l'histoire des élections législatives, ils ont fait autant. Ils ont plus que doublé leur nombre d'électeurs. Est-ce que ça veut dire pour autant que la France est aussi encore plus raciste? Non. C'est-à-dire, voilà, parce que 10 millions d'électeurs, quand on a un vivier comme ça de 10 millions d'électeurs qui se confirment aux élections européennes, c'était en juin, la semaine dernière c'était le premier tour législatif anticipé en France, un scoring qui se confirme au deuxième tour. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont foncièrement racistes, xénophobes et islamophobes en France? Certainement même plus que 10 millions, parce qu'il y a ceux qui ne votent pas, ou même ceux qui ont voté pour d'autres partis et qui ont pourtant ces propos-là. On peut voir des propos très déplacés, qui ont été très déplacés chez, par exemple, l'ancien ministre, parce que le gouvernement bouge, de l'Intérieur,
Il sera bientôt l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fait même une sortie en off en disant de toute façon, les Arabes ne vont pas voter, ils seront tous au bled au deuxième tour. Enfin voilà, on a entendu des propos, même chez le président de la République, Emmanuel Macron, très désobligeants sur les gens qui meurent en mer dans l'océan Indien en les comparant à du poisson chez les Comoriens, les fameux Kosa. Même s'il a dit que son propos avait été décontextualisé à cette époque-là. Donc oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a plus que 10 millions. Ce qu'on voit par contre, c'est que les idées du RN aujourd'hui et de l'ex-FN, il y a une perméabilité. Ce n'est pas un parti comme les autres. Les Français, en majorité, l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté au point de faire un barrage. D'abord, ils ont eu plus de voix, que ce soit Ensemble, LR, ou les différents partis composant l'Alliance de gauche, le Nouveau Front Populaire. Ils ont bien sûr beaucoup plus de voix que le FN, mais en plus d'avoir plus de voix que le RN, pardon, ils ont aussi organisé de sorte qu'ils allaient reporter les voix, même vers des candidats qu'ils n'aiment pas, pour faire barrage à ce parti-là. Donc pour vous, la France n'est pas plus raciste ou moins raciste qu'elle ne l'était entre le premier tour des élections législatives anticipées que lors du deuxième tour. La question du racisme anti-arabe, anti-africain, anti-islam est toujours sur la place. Il a augmenté son périmètre de sensibilité dans la population, ça c'est évident, mais pas au point de prendre le pouvoir parce que la majorité de la société française n'est pas raciste et a fait barrage, quitte à voter pour des candidats qu'il pourtant parfois déteste. Justement là-dessus, donc vous disiez effectivement le Rassemblement national a rassemblé sous son nom, oui, sous son sigle, à peu près 10 millions d'électeurs. Avec ceux de Ciotti. Avec ceux de Ciotti. Ils ont fait beaucoup moins de millions, ça fait 8 millions et quelques, plus les 1 million et quelques de Ciotti. Donc on est un peu plus autour de 10 millions. Le Nouveau Front Populaire, donc avec 4 partis, donc le LFI, le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti communiste, c'est 4 millions de voix. Non, c'est 7 millions de voix, et en plus, il y a quelques divers gauches. On a 7 millions de voix pour le Nouveau Front Populaire, auquel on peut rajouter quelques centaines de milliers de voix pour les dissidents de gauche qui ne voulaient pas être sur cette bannière-là. Ça veut dire qu'on a une extrême droite qui est beaucoup plus forte que l'extrême gauche. Le premier parti en termes de parti, c'est le RN. C'est le premier parti en termes de voix et même de sièges. D'accord. Sauf que Ensemble, c'est à la fois le parti présidentiel Renaissance, à la fois Horizon, l'UDI, et le MoDem. Donc effectivement… Mais est-ce qu'on y voit clair? Est-ce qu'on peut se dire que par rapport à tout cela, Mehdi Alyouah, selon vous, donc vous dites pas plus raciste qu'avant, pas plus raciste qu'hier la France, pas plus islamophobe qu'hier, pas plus xénophobe qu'hier pour vous? Oui, et au contraire, il faut aussi, en tant que sociologue, faire attention aux questions des liesses et des joies populaires. Qu'on voit hier la joie, mais on le prendra au deuxième round, collective, la manière dont ça a été manifesté, en fait, ça joue sur le moral. D'ailleurs, on l'a vu, les 2 victoires du FN aux élections européennes et au premier tour, du RN, j'arrive pas à me faire, je suis un peu vieux, du Rassemblement national au premier tour des législatives et quelques temps avant, et avec la dissolution aux européennes, a libéré la parole raciste avec des actes avec un taux qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ce qu'on a vu entre les 2 tours d'ailleurs. Les gens se sont lâchés, même des rugbyman qui peuvent être très sympathiques, se filment en disant le premier arabe que je crois, je lui mets un coup de casque, des lettres incendiaires, enfin des choses horribles. Est-ce que c'est une nouvelle forme de racisme exprimée? Non, c'était là. C'était latent en fait, c'était ambiant. Déjà latent, il y a déjà des coups de feu sur les mosquées, des tags racistes, des têtes de porc envoyées à des musulmans. Il y a déjà une violence depuis une vingtaine d'années contre les musulmans, c'est très clair. Sauf que là, d'un coup, ça s'est libéré. Même des gens qu'on n'attendait pas ont osé faire plus. Et ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner. Et là, la défaite… pour le dire comme le disent certains jeunes Français d'origine maghrébine et pas que, ça les a refroidis. Au contraire, les autres, ça les a réveillés et donné espoir. Et donc, c'est une dynamique. Donc, on a ces 2 France avec une domination d'une France qui n'est pas plus raciste qu'elle l'était auparavant, selon vous, Mehdi Alyouah. Si on ne prend pas ceux qui n'ont pas voté ou qui ont fait un vote blanc, parce qu'on ne prend jamais ce qu'ils pensent, c'est plus du tiers de la population. Si on reste juste sur les votes exprimés, on a 2 tiers de France qui sont sur un projet républicain, humaniste, démocrate, et on a 1 tiers de France, mais ça c'est pour les votes exprimés, pas sur tous les Français. On a 1 tiers de France qui est sur un projet illibéral, fascisant et raciste. Justement, c'est une belle transition pour le deuxième round. Justement, cette jeune issue de l'immigration, en tout cas ces personnes issues de l'immigration marocaine, maghrébine
ou africaine. Est-ce que du coup, au lendemain de ces résultats du second tour des élections législatives anticipées en France, est-ce que c'est plus de peur que de mal? Beaucoup de craintes étaient nourries, en tout cas, depuis les résultats du premier tour? Oui, les gens étaient très soulagés. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vit en France. J'ai ma fille qui fait ses études en ce moment en France. Elle pleurait quand elle a vu le résultat parce qu'elle se demandait si elle allait continuer à étudier en France ou revenir au Maroc pour étudier. Et donc je l'ai eue, elle m'a dit voilà, j'ai pleuré. Alors je dis mais non, mais c'est pas grand-chose, ça aurait passé, etc. En fait, on a peut-être un petit peu sous-estimé, en France, pas tout le monde, mais nous peut-être depuis le Maroc, on a sous-estimé la souffrance des gens quand on commence à voir. Ma fille en plus elle est à Montpellier, ils ont agressé un étudiant marocain qu'ils ont voulu noyer dans une rivière qui s'appelle le Lez, ils ont agressé des mamans. Enfin, on était dans un discours libéré d'une violence. Les gens, même quand ça ne les a pas touchés directement, ils l'ont entendu, c'est comme si ça les touche. Ma fille me raconte que devant l'université où elle va, il y avait écrit « Mort aux Arabes ». D'accord. Et ma fille a dit « je l'ai pris pour moi ». Ce qui est logique. Et donc voilà, ça je prends un exemple personnel. Donc il y avait vraiment un climat de peur. Il y avait un climat de peur. Et là c'est un climat de soulagement? Un saut totalement. Ah, les gens étaient en liesse et pleuraient. Il y a des gens qui pleuraient. Ma fille pleurait par exemple de joie en disant, parce qu'ils se posaient des questions de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient continuer, pas continuer. J'ai des cousins aussi qui sont binationaux, j'ai tout ensemble ma famille qui est binationale. Ça c'était le discours du RN en disant voilà, qui avait ciblé entre les deux tours les binationaux sur l'inaccessibilité en tout cas à des fonctions stratégiques. Et ce qui était fou, c'est que beaucoup de gens leur disaient mais non, vous vous inquiétez pour rien, c'est rien, d'un côté, en disant ils pourront rien faire. Et donc un déni de la souffrance de ceux qui vivent le racisme, c'est toujours pénible. Et d'un autre côté, ceux qui sont censés en fait comprendre cette situation, disant non mais ça ne vous concernera pas directement, vous inquiétez pas. Donc il y avait un déni, et le déni ça venait toujours de ceux qui n'étaient pas d'origine, comme on dit aujourd'hui, racisés comme disent les jeunes aujourd'hui. Donc soulagement pour vous, Mehdi Ailiwa, de la population issue de l'immigration maghrébine et africaine en France après le résultat du second tour des... J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai parlé de quelque chose de personnel, j'ai osé non, le faire. Non mais c'est intéressant, c'est un échantillonnage intéressant. Mais est-ce que ça veut dire aussi quelque part que c'est un sursis? Parce que vous l'avez dit, on reste avec un parti d'extrême droite relativement haut en matière de voix, autour de 10 millions sur trois élections, en tout cas entre les européennes, le premier tour, les législatives et le second tour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut craindre aussi une atmosphère nauséabonde pour les ressortissants et nos ressortissants d'origine maghrébine et ou africaine, en tout cas en France? Alors je ne pense pas, mais c'est toujours le défaut des sociologues. Non seulement ils mettent un peu de complexité, d'ambivalence, on ne peut pas avoir des réponses et on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je vois, c'est sur des hypothèses. Je travaille sur des tendances. Et ici, la tendance s'est inversée en l'espace de quelques minutes, de quelques heures. Si on regarde les images de l'IS, et la confiance a changé de camp. D'accord. Donc, comme disent les jeunes, ils ont trop pris la confiance, les fachos, et inversement, enfin, je cite, et inversement, les forces progressistes, humanistes, notamment celles de gauche, ont pris la confiance. Et ils ont compris qu'ils n'avaient pas suffisamment travaillé la question de l'antiracisme et que c'était là. Et donc, il est possible qu'on voie une plus grande responsabilité chez les chefs politiques qui vont écouter leur base et aussi une plus grande... Sur la question de la gestion de l'immigration, sur la question aussi de la place de ces Français d'origine marocaine ou maghrébine ou africaine, en se revendiquant beaucoup plus... Sur les deux. Sur l'immigration, les débats vont être plus âpres, mais sur la question de Français, point, ça c'est une question qui, à mon avis, va être très protégée, parce que l'idée de créer des Français de deuxième catégorie, la seule fois où c'est arrivé en France, en 2 siècles et quelques d'histoire, de République en fait, même s'il y a eu des restaurations, bref, c'est sous Pétain, c'est-à-dire le régime collaborationniste mis en place par l'occupation allemande nazie à l'époque, ceux qui collaboraient avec Hitler. Sinon, jamais on a créé des citoyens de deuxième zone. Ça ne veut pas dire que dans les faits, dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale. Et dans la vie sociale, ça y est. Mais constitutionnellement, juridiquement, à travers toutes les instances de politique française et la séparation des pouvoirs, que ce soit vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de son député, etc., on n'a pas cette vision-là. Or, c'est venu sur le devant de la table et ça a beaucoup choqué, pas forcément ceux qui sont visés, même ceux qui ne sont pas visés, en disant on est en train de déchirer la France. Et donc les gens ont envie de retisser. D'ailleurs, il y avait une grande banderole sur la place de la République qui disait « La France est un tissu de migration ».
Est-ce que, donc sursis ou pas sursis pour ces personnes issues de l'immigration maghrébine ou Pour moi, je suis positif. Africaine. Je vous dis, c'est pas sursis, c'est plus, c'est mieux, c'est le pas près de revenir. Le propos de Marine Le Pen hier soir, c'est la marée continue à monter. Ça, Oui. d'une part. Deuxièmement, le casse-tête pour le président Emmanuel Macron de composer une majorité. Oui. De l'autre côté, d'avoir un rassemblement national extrêmement fort Oui. au Parlement. Beaucoup considèrent qu'il y a un basculement aujourd'hui en France avec une démocratie parlementaire qui sera beaucoup plus forte. Et tout Oui. sera décidé au Parlement et non pas dans les locaux du président de la République, C'est à ce l'Élysée. Est-ce que du coup, avec 145, 146 députés, le RN risque de rendre la vie et le quotidien difficile selon vous, des personnes ici de l'immigration maghrébine et africaine? Non, ils en seront incapables, ils n'ont aucun pouvoir, ils ne pourront rien faire de tel. Ils ont un poids au Parlement, Non, à mais l'Assemblée nationale. c'est un poids pour empêcher les choses de se faire. D'accord, mais le problème, c'est que c'est pareil d'ailleurs pour les autres partis. Donc la question, c'est sur quelle base on va voter les lois. À mon avis, on va vers des blocages parce que la Ve République ne prévoit pas ce genre de situation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vote au lendemain, quelques temps après l'élection présidentielle, pour donner une majorité parlementaire à l'exécutif. Sauf que ça faisait une confusion permanente. Je ne parle pas dans les faits, mais dans le perception des citoyens entre exécutif et législatif. Or, une bonne démocratie, c'est une séparation claire des pouvoirs. L'exécutif, législatif et judiciaire. Et le fait qu'on vote juste derrière la présidentielle pour donner le pouvoir au président, avec des taux de participation très faibles, parce qu'on votait pour le président qui est élu, ça a donné cette confusion. Là, je pense que justement, le danger, c'était qu'on allait vers une démocratie illibérale. C'est-à-dire, on vote, mais en fait, le chef ou la chef décide de tout. Décide presque de tout, il passe en force. Là, ça se décidera au Parlement et ça sera décidé via le vote des parlementaires. Exactement. Plus de possibilité de 49.3, plus de possibilité via tout un ensemble de choses. Donc, on a un gouvernement qui va agir par décret sur tout ce qui a déjà été installé auparavant. Justement. Mais difficulté pour le Front populaire de pouvoir faire passer son programme de gauche parce qu'il sera bloqué. Ce qui a été voté jusqu'à présent sur le dossier qui nous concerne d'ailleurs ici au Maroc, mais également au Maghreb et également au niveau des pays africains, c'est les OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. C'est annuellement à peu près un volant de 100 000 personnes qui doivent être expulsées pour des crimes, délits commis. Est-ce que là, selon vous, il pourrait y avoir un coup d'accélération? Parce que je rappelle que le taux de réalisation effectif des expulsions reste relativement faible, on est autour de 10%. Oui. Est-ce que là, il y a le risque et la tentation politique selon vous? Non, je ne pense pas, mais je peux me tromper parce que on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le Parlement qui décide ça, c'est l'exécutif. Or, l'exécutif, c'est le président qui choisit à travers le Parlement son exécutif, son gouvernement. Mais il aura du mal et donc à le mettre en place a priori. Donc on aura un gouvernement d'alliance nationale un peu fourre-tout. Et personne ne prendra des décisions plus fortes. On ne pourra pas changer par exemple la question du SMIC ou alors de manière on ne pourra pas changer la question de départ de l'âge à la retraite. Et on ne pourra pas prononcer plus ou renforcer les décisions de QTF. Donc statu quo pour vous? Statu quo. C'est-à-dire que ce qui existe restera et de manière pondérée, on va toucher à des petites choses et donc on ne va pas prendre ce risque-là parce qu'en fait, ça serait bloqué très facilement par tout un ensemble d'autres problèmes, au moins pendant un an. Donc statu quo politique pour vous et ça veut dire vers un peu plus d'apaisement en France à l'égard des personnes de confession, de culture musulmane issues de l'immigration? Logiquement, oui, si on suit cette tendance et si les gens qui ont eu peur, français d'origine française pour le dire bêtement comme ça, comme les autres françaises, il ne faut pas différencier les catégories de français, continuent à être vigilants et à agir. Et on en a plein de gens disaient hier, je vais reprendre ma carte à tel parti, je vais m'inscrire dans une association de défense des étrangers. Donc ça va remobiliser en fait. Voilà, il y a une volonté de se remobiliser en disant on s'est laissé déborder par quelque chose et le pire a failli arriver. Donc stop, il faut remettre. Donc si cette tendance suit, je pense que ça va s'apaiser. Mais après, voilà, la vague peut revenir.
mais je ne vois pas, personnellement, mais pareil, on n'est pas capable, nous les sociologues, de voir, je ne vois pas le RN passer comme il est passé de 4 millions de votants aux élections législatives à 10 millions et de faire le même bond. C'est-à-dire c'est un bond de presque plus de 100% et qu'on le retrouve donc de 10 millions si on était dans une suite mathématique. C'est-à-dire qu'en même temps, la France ne sera pas plus raciste, plus xénophobe et plus islamophobe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Non. C'est ça que vous êtes en train de dire. Parce qu'on a vu deux France et on a vu une France qui dit nous sommes fiers d'être mélangés, métissés, c'est ça la France, et ceux-là sont plus nombreux que ceux qui disent on en a marre de ceux qui ne nous ressemblent pas, qui veulent pas s'intégrer. Ceux qui sont différents en tout cas. Qui sont différents. Et ceux qui ont gagné, et sans équivoque, les 2/3 des votants exprimés étaient contre le projet d'une France raciste. Donc je pense pas qu'on puisse passer d'un tiers à plus de la moitié en l'espace de quelques années. Vous avez vu qu'entre le premier tour et le deuxième tour des élections législatives, on est passé le visage d'une France à le visage d'une autre France. Oui, complètement. Donc en 8 jours. Mais en fait, le nombre de votants n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la ventilation des votes. C'est la ventilation des votes. Troisième round, on revient chez nous sans que le chez nous soit mal interprété au niveau du Maroc sur un autre sujet qui fait l'actualité, qui concerne aussi d'ailleurs la diaspora marocaine, cette révision de la Moudawana, donc cette instance qui avait été créée en novembre, qui a remis ses travaux fin mars, avril dernier. Là, c'est le Conseil des oulémas, le Conseil supérieur des oulémas qui a été saisi. Donc, via une saisie du chef de l'État. À quoi faut-il s'attendre selon vous en tant que sociologue, qui suivez de très près ces enjeux aussi d'équité, d'équité en femmes et autres. Voilà, aujourd'hui, c'est le Conseil des oulémas qui a le dossier, qui a les recommandations, qui doit s'exprimer, ou en tout cas rendre son avis. Bien sûr. Et ce sera un avis religieux. Oui. Donc selon vous, à quoi faut-il s'attendre? Il le fera en fonction du référent religieux. Ici, on est dans les constantes de la nation marocaine, c'est son fonctionnement. Donc, puisque nous sommes dans un état d'équilibre entre le peuple et le roi, c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle la révolution du roi et du peuple. Donc, le peuple dans le sens société civile ici. Un peu comme au moment du manifeste de l'indépendance où des gens de la société civile sont allés voir le sultan Moulay Ibn Youssef pour lui faire signer cette déclaration dont c'est férié en janvier, il y a quelques années. On est un peu dans la même logique où le chef de l'État a saisi comme ça la société civile, a fait remonter toutes les demandes. Les demandes étaient assez équilibrées, mais elles allaient vers une demande d'une lecture différente du référent religieux, avec déjà une once. C'est-à-dire une différence en termes d'interprétation ou une différence de notre ordre, selon vous? Dans les deux cas. Pour certains, c'était d'interprétation. Pour d'autres, c'était carrément une vision plus séculaire, qui partait du principe que dans l'organisation sociale de la société, ça ne fonctionne pas. Ça pose problème, notamment la question de l'héritage, parce que ça dépossède les femmes et nous ne vivons plus dans une société où on est communautaire et les femmes sont tout le temps sur la protection des chefs masculins de la famille, que ce soit le père, le mari, ou quand ils ne sont pas là, un frère, un oncle, que sais-je encore. Ça ne fonctionne plus comme ça, donc les femmes se font déposséder et aujourd'hui, dans la catégorie des personnes les plus pauvres, les femmes sont surreprésentées. Donc on a un problème foncièrement de justice sociale. Or, la justice sociale et le développement, le nouveau développement, c'est ce qu'on veut. Donc, il faut changer les choses. Comment on va y arriver? Le choix a été fait d'un équilibre entre des demandes de sécularisation, d'accord? J'ose pas dire le terme de laïcité parce qu'il peut être mal compris, ou de réinterprétation. Et donc, ce qu'a donné la société civile à Sa Majesté, c'est réinterprétation et sécularisation. C'est-à-dire qu'il faut changer les choses. Et le Conseil supérieur des oulémas, qu'est-ce qu'il va donner comme... J'en ai aucune idée. Comme avis, selon vous? En tout cas, ce sera l'avis religieux. Totalement, il va se baser, bien sûr. Oui. Il va se présenter, il va utiliser le référent religieux pour voir si cette demande est en adéquation et comment on peut réinterpréter, puisqu'on demande, c'est très important, c'est un souci et c'est même un devoir d'un musulman de réinterpréter en fonction de ce qu'on vit les textes, mais avec des constantes. Et donc ces constantes-là, on les connaît. Jusqu'à quel point elles vont bouger, ça j'en ai aucune idée. Moi ce que je constate tout de même, c'est que ça concerne le code de la famille, la Moudawana, ça concerne beaucoup la question des femmes. Et c'est vrai que le conseil de Ouléma est composé essentiellement d'hommes.
que d'hommes en fait. Et donc c'est vrai que ici, si on était dans une démocratie libérale, on dirait que ce n'était pas toujours... il faut quand même écouter un peu plus les femmes. Mais les femmes ont été écoutées puisque les associations féministes ont eu le droit de discuter, de parler, d'échanger, faire des propositions d'ailleurs aussi. Donc on voit bien cette démocratie à la marocaine, cette volonté de cohésion nationale à la marocaine avec un arbitre suprême qui oriente les choses, qui est très apaisé, beaucoup plus apaisé des débats qu'on vient de voir en France. Mais quand même, moi c'est mon côté sociologue, oui. Il faut quand même reconnaître qu'ici on parle non pas des immigrés, c'est très important, on parle de la moitié plus 1 de la population. 51% des femmes, de la société est composée de femmes. Et on ne peut pas débattre de la majorité de la population en l'excluant. En l'excluant, ce n'est pas possible. Là, il y a un débat de fond qu'il faudrait dépasser. Par rapport à celles et ceux, vous savez, grosso modo, sans être dans la caricature, il y a à peu près 2 blocs. Au sein de la société, donc ceux qui espèrent des grands changements progressistes et ceux qui veulent absolument préserver leurs acquis. Bien sûr. Est-ce que la voix du Conseil supérieur des Oulémas va au-dessus de tout ça et que, effectivement, est-ce que selon vous, je sais que vous n'êtes pas prédicateur et vous n'êtes pas non plus prospectiviste, je rappelle que vous êtes docteur en sociologie. Ni théologien. Ni théologien. Est-ce que c'est plutôt le chemin et le tracé et l'horizon du progrès qui, selon vous, serait ou pourrait être tracé? Ce qui a été donné, c'est ça. Maintenant, comment ça va ressortir de cette boîte, je ne sais pas. Dans l'histoire de notre pays, plusieurs fois, les ulama ont été convoqués, notamment sur des questions, on va dire, de modernité, et la réponse n'était pas toujours celle qu'on avait espérée. On n'est pas dans le même Maroc. Voilà, il y a des périodes même où il y a eu des fatwas pour dire que les horloges n'étaient pas alignées, n'étaient pas conformes à l'islam. Oui. Donc on a rendu les horloges haram. Vous imaginez, on n'aurait plus de montres, on n'aurait plus d'horloges. Bon, c'est pas un autre temps. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a plus d'un siècle. Donc on ne sait pas. Voilà, la demande est claire, elle est démocratique, elle est dans les constantes de la nation et elle est aussi progressiste et apaisée. Tout le monde a pu parler, c'est très important ce consensus, cette discussion. Ce qu'il en ressortira, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça ira vers cette voie progressiste. Est-ce qu'il peut y avoir une influence justement de ce qui se passe un petit peu, bon, ce qui s'est passé en France, on en a débattu lors des 2 premiers rounds, mais aussi en Europe. On voit bien les mouvements d'extrême droite qui sont en forte croissance dans différents pays du continent européen. Oui. Un monde qui se radicalise, on voit la brutalité un peu des discours politiques. La diaspora marocaine est installée, implantée dans quasiment les 5 continents. Oui. Est-ce que cette Moudawana aussi, il y a un enjeu, j'ai envie de dire, de politique et de politique étrangère et ça dépasse en fait le périmètre Maroc? Totalement, évidemment, d'abord parce que ça concerne toutes les ressortissantes et les ressortissants marocains résidant à l'étranger, d'accord, plus de 5 millions, donc ça les concerne, hein. Donc et ils vivent beaucoup, majoritairement dans des pays de démocratie libérale, enfin, jusqu'à présent, hein, ça reste des démocraties libérales, on sait pas, on espère que ça ne vire pas comme ça, pour combien de temps, ça c'est les 2 rounds que nous avons fait, même si vous avez vu que je suis optimiste là-dessus, et donc ça fait aussi un porte-à-faux, mais ça concerne aussi la vision du Maroc dans le monde, mais au-delà de ça, ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des discours anti-femmes, des discours misogynes, sexistes très forts. D'accord, les masculinistes. Ça, c'est chez nous. Dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pas que chez nous. Et chez nous, ils regardent, notamment les jeunes. Donc ils reproduisent quelque part, ou ils suivent un petit peu la tendance. Voilà, ils regardent des masculinistes sur Instagram avec, ils ont avec des techniques, ils banalisent le viol, le harcèlement sexuel, ce qui n'a rien à voir avec l'islam et la pratique de faire. C'est même l'inverse. Mais ils justifient le fait que nous, les musulmans, nous devons être des hommes forts par rapport aux femmes. Et ils écoutent des masculinistes américains qui vont voir des prostituées. Donc tout ça, c'est un micmac, un gloubli-goulba, un peu de la mondialisation. Ce qui est sûr, c'est que si la place des femmes est tellement critiquée par certains mouvements extrémistes, qu'ils soient musulmans ou occidentaux, c'est lié au fait que quand le statut des femmes bouge et qu'elles acquièrent plus d'égalité, de pouvoir d'achat et de droit au travail, ça remet en cause l'ordre social en général. Puisque du coup, la place des uns qui était garantie… Donc il y a un rééquilibrage qui se fait. Voilà, mais ça s'appelle la méritocratie. Donc révision Moudawana qui a aussi un enjeu interne, oui, mais il y a également un enjeu externe pour peut-être aussi améliorer ou casser les clichés de ces personnes d'origine marocaine ou d'origine maghrébine
qui vivent dans des pays étrangers, des pays occidentaux. Exactement, et de manière générale, les femmes marocaines ont choisi en partie, en tout cas, la voie de la méritocratie. On le voit, elles réussissent très bien au baccalauréat, mieux que les garçons. Elles réussissent, moi, dans mon université, on a un peu plus de filles que de garçons. Elles sont brillantes, elles travaillent, et on va leur dire que si jamais elles ont des frères, elles vont moins hériter, etc. Ça pose un souci. Le Maroc a changé, les femmes sont dans la méritocratie. Et la méritocratie, ce n'est pas l'attaque de la place des gens. C'est de dire chacun, avec ses compétences, doit avoir ses droits minimums, ses dignités et d'une certaine manière aussi une égalité en fonction de ce qu'il apporte. Merci beaucoup, merci infiniment Mehdi Aliwa. Je rappelle, docteur en sociologie, doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat, plus connu sous le sigle UIR. Exactement. C'est comme ça qu'on dit? On dit l'UIR. Merci en tout cas infiniment à vous et à très bientôt. À très bientôt. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.